pour bien comprendre le schéma de la base du crâne, il faut, avoir bien en tête l'anatomie de la base du crâne, le basi-occiput, les rochers, le sphénoïde, l'ethmoïde et la base du temporal, du frontal, cette anatomie en tête, et bien avoir en tête le mécanisme de flexion et d'extension tel qu'il a été décrit. Donc c'est un modèle, on n'a jamais prouvé que les os du crâne bougeaient, et ils ne bougent tout certainement pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on regarde la structure anatomique du crâne et de l'ostéologie crânienne, il y a des contraintes qui sont envisageables selon les sutures, les points pivots, etc., et d'autres qui sont difficilement envisageables. Et le schéma de flexion, d'extension, rotation externe, rotation interne, est vraiment inspiré par cette structure anatomique. Maintenant, en s'intéressant au schéma de la base du crâne, on va voir comment est-ce que la base du crâne, globalement, peut être soumise à des contraintes qui entraînent des déformations, entre guillemets, du moins le fait qu'on ne va pas trouver une harmonie dans cette base du crâne, mais une dissymétrie en termes de densité, de tension et de mouvement. L'origine, on peut penser qu'elle se joue beaucoup à la naissance, où la base du crâne est cartilagineuse, d'origine cartilagineuse, et lors de l'accouchement, entre autres, parce que pendant la vie intra-utérine, on peut penser aussi que des contraintes s'exercent sur cette base. Lors de l'accouchement, quand l'engagement va se produire sur un des axes obliques, et c'est souvent l'axe oblique gauche, avec l'occiput qui va être soit vers l'avant, soit vers l'arrière, il va se produire donc dans le passage du détroit moyen des contraintes importantes au niveau de la base du crâne, qui vont engendrer des zones de compression. Souvent, comme on est sur l'axe oblique gauche, des zones de compression à l'arrière au niveau occipital droit et à l'avant au niveau frontal gauche. Et donc, on peut imaginer que ces zones de compression viennent toucher les noyaux de croissance et que la croissance sera ralentie là où les compressions auront été importantes. Et ensuite, donc, avec l'apparition, donc il va y avoir au niveau de la base du crâne des zones de compression, souvent ici, et avec l'apparition de la flexion de la base du crâne, qui, elle, entre le nouveau-né et l'enfant de 6 ans et l'âge adulte, va augmenter, elle va passer de 30 à 50 degrés, ça c'est anatomiquement mesurable. Dans l'expression de cette flexion, à cause de ces compressions, vont apparaître, on peut penser que c'est à cause de ces compressions que vont apparaître certains schémas. Et on va donc étudier maintenant ces schémas de la base du crâne. Donc, dans le modèle crânio-sacré, et pour comprendre bien les schémas, il faut avoir vraiment en tête ce modèle-là de flexion, d'extension. Donc, il y a une possibilité, une plasticité qui peut se faire dans la flexion et dans l'extension. Dans la flexion et dans l'extension. Ici, au niveau de la base du crâne, flexion, extension
flexion, extension qui se produit autour de cet axe-ci. Flexion, extension. On peut très bien avoir une aisance dans ce mouvement de flexion et une retenue dans ce mouvement d'extension. Donc la sensation que cette voie est libre, là où cette voie est verrouillée. Donc on fait la référence à un senti. Et si on a cette sensation-là, on parlera d'un crâne en flexion, d'un schéma de la base du crâne en flexion. À l'inverse, on peut avoir l'impression que cette direction est totalement libre, que l'extension est libre, là où la flexion est beaucoup plus difficilement accessible, et on aura donc un schéma de la base du crâne en extension. Comment est-ce qu'on pose les mains ici? Ce qui nous intéresse, c'est donc la base du crâne. Donc ici, on va avoir l'index en regard du sphénoïde, de la grande aile du sphénoïde, en dessous de la pointe du sourcil. Ici, le majeur qui vient en direction de la zygomate. Ici, l'annulaire qui vient au niveau de la mastoïde. Et ici, l'auriculaire sur l'occiput. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on sent au bout des doigts. Parce que la base du crâne, elle est là. Ça, ici, c'est la voûte. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le senti qu'on va avoir au bout des doigts. Quand on a la prise antéro-postérieure, c'est la même chose. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est la base. Donc, c'est ce qu'on va sentir au bout des doigts ici. Et au bout des doigts ici, vous voyez qu'il est important. Il est important que les doigts ici viennent jusqu'à la racine du nez. Parce que la base se projette ici. Si je suis là, je ne suis plus en regard de la base du crâne. De la même façon, si je descends trop mes mains, eh bien, je vais prendre en compte les tensions mandibulaires, les tensions faciales. Je ne serai plus en regard de la base du crâne. Donc, importance de bien placer ses mains pour pouvoir apprécier tout ça. Voilà, donc vous posez les mains ici. Et dans cette prise-ci, la flexion, c'est ceci. Donc, l'impression que le crâne dans cette dimension latérale s'étale et part vers les pieds. Donc, flexion, retour au point neutre. En fait, je peux juste penser flexion ou induire physiquement une flexion et je vois si j'ai l'impression que la structure me suit ou pas, si cette direction est libre ou pas. Donc, dans un schéma en flexion, cette direction est libre, l'extension par contre est restreinte. Dans un schéma en extension, c'est le contraire. Ici, j'aurai l'impression que je peux venir ici. Par contre, j'aurai beaucoup plus de mal à accéder à ce mouvement-ci. Ici, schéma en flexion. Ici, schéma en extension. Si j'ai la sensation d'une liberté là et là, il n'y a pas de schéma fixé, ni en flexion, ni en extension. Ici, j'ai mes doigts en regard du temporal. Le temporal est le fauteur de troubles. Importance de bien vérifier qu'il n'y a pas de facteur de compression majeur ici au niveau de la mandibule, également au niveau du sternocléidomastoïdien, qui viendrait ou ici de l'occipitomastoïde et de l'occiput sur les premières serres cervicales, qui viendrait perturber ici mes perceptions. Donc toujours commencer, si on veut vraiment faire une étude fine des schémas de la base du crâne, par
diminuer les facteurs de compression qu'on a vus déjà, et les facteurs de compression principaux qui sont occiput sur les premières cervicales, occipito-mastoïde, mandibule et les tensions au niveau des rochers via la peau du cerveau. Maintenant, si je regarde avec la prise antéro-postérieure ici, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas que je descende ma main trop bas. Il ne faut pas non plus qu'elle soit ici, parce qu'ici, je ne suis pas sur la base du crâne. Voilà, ce qui m'intéresse ici, c'est la base du crâne. Et donc ici, flexion. Flexion, l'ensemble va filer vers les pieds. Flexion. Avec ici l'occiput qui me donne la sensation de partir vers les pieds. Tandis que le basi-occiput remonte. Flexion. Et ici, flexion. Donc, dans un schéma en flexion, mes mains auront tendance à partir comme ceci. Et par contre, retour au point neutre sera possible, mais l'extension sera difficile. J'aurai l'impression que je ne peux pas y aller. Ici, la voie sera libre. Ici, la voie ne sera pas libre. Ça peut paraître un peu bizarre à qui n'a pas travaillé le senti, mais si je pose ma main ici, j'appuie ici sur l'épaule et je vois que la voie est libre. Je n'ai pas de problème, je peux descendre. Voilà. Et si par contre, je t'invite à résister, là je sens que je ne peux pas. Là, la voie n'est pas libre. C'est ça que je veux dire. Donc ça correspond à un senti, effectivement, soit de liberté, je peux y aller, soit de résistance, c'est bloqué, je ne peux pas y aller. C'est cette même chose-là. Quand je fais ces tests-là, c'est important de ne pas glisser sur la peau, parce que si je me situe uniquement sur la peau, je suis un petit peu dans le vide. Il faut vraiment que je me projette dans la structure. Et donc, ici, je vais ici, voilà. Alors, je peux penser flexion, ou je peux induire physiquement une flexion et voir si la structure accepte de partir. À ce moment-là, je la suis. Je prends le temps de revenir au point neutre. Et puis pareil, pour tester l'extension. L'extension, cette fois-ci, les mains viennent vers moi. Les mains ont tendance à s'écarter. Je vois si l'extension me semble possible, si j'ai l'impression de pouvoir y aller. Et puis je reviens au point neutre. Alors, une fois, quand je commence à induire, je suis. Voilà, j'induis ici, hop, et puis après, mais s'il veut y aller, je le suis, jusqu'à ce qu'il me dise, stop, j'arrête. Et ensuite, je reviens. Donc on a vu les deux schémas les plus faciles, flexion, extension. On va aborder maintenant des schémas plus complexes. Le premier schéma qu'on va aborder, c'est le schéma en torsion. Alors déjà, il faut se mettre d'accord sur ce qu'est une torsion. Voilà. Là, ici, vous voyez, mes mains ne vont pas dans la même direction. Il y a une torsion. Si je me mets comme ça, les mains ne vont pas dans la même direction. C'est un peu comme si j'avais une serpillière que je tords dans un sens ou dans l'autre. Ici, je la tords. Voilà. Donc là, ici, on va avoir une torsion. Voilà. La différence, la rotation. Dans la rotation, les deux mains s'en vont, je tourne. Les deux mains partent ensemble. Je tourne ici d'un côté, je tourne ici de l'autre. D'accord? Je tourne. Ça sera la rotation à bien différencier de la torsion. Tant qu'on y est, on va parler d'une inclinaison. Là, je m'incline d'un côté, je m'incline de l'autre, je m'incline. Je m'incline. Si je m'incline là, ici je m'ouvre. Et là je me ferme. L'inverse, qui correspond à cette inclinaison-ci, cette inclinaison. Donc là, on va voir le schéma en torsion. Donc, la torsion gauche que vous avez là. Quand on parle de torsion, tout d'un coup, l'axe va changer. On va se situer dans un axe antéro-postérieur. Et on va avoir une torsion dans un sens ou une torsion dans l'autre. Alors là, artificiellement, bien sûr, je mets juste l'occiput et le sphénoïde. Il faut envisager vraiment qu'il y a
bien sûr les autres os avec. Et puis il y a aussi les membranes qui recouvrent tout cela. Donc, dans la torsion gauche, la grande aile du sphénoïde monte à gauche. Monte, ça veut dire qu'elle vient vers moi, qu'elle va vers le sommet du crâne de la personne. Ici, torsion gauche. Torsion gauche. Retour au point neutre. Torsion droite. La grande aile du sphénoïde monte à droite, tandis que l'occiput descend à droite. La torsion se définit du côté de la grande aile qui monte. Donc, ici, mes mains dans la torsion vont partir soit comme ceci, soit comme cela. Comme ceci, ou comme cela, et cet axe il reste vertical. Il ne s'agit pas de faire partir les mains comme ça ou comme ça. L'axe il reste vertical. Torsion gauche, torsion droite, torsion gauche, torsion droite. Et vous voyez bien là la différence entre la torsion, ça se tord, et la rotation, où l'ensemble part du même côté. Voilà. Donc, torsion gauche, point neutre, torsion droite. Les mains posées ici, avec cette prise, la torsion gauche me donnera ceci. La grande aile du sphénoïde monte à gauche, l'occiput descend. Quand je dis monte, ça veut dire vient vers moi, vient vers le sommet de la tête du patient. Le patient est couché là, donc effectivement, dire monte, ça vient vers le sommet de sa tête à lui. L'auriculaire va vers ses pieds, côté gauche, et côté droit, c'est l'inverse. Torsion, gauche, torsion, droite. Si je suis ici avec mes mains, posées en antéro-postérieur, torsion gauche ici, la grande aile du sphénoïde qui vient vers le sommet du crâne du patient, qui vient vers moi. Si le patient était debout, on dirait qu'elle vient vers le haut, elle monte, tandis que l'autre aile va vers ses pieds, on dirait qu'elle descend. A l'inverse, ici, l'occiput a tendance à partir vers le pied, donc on a là la torsion dans un sens et la torsion droite ici. Donc, ici, je pose les mains, torsion gauche, là j'induis physiquement, hop, je vois si ça part, je reviens, point neutre. Torsion droite, ben c'est moins net, et là chez Jordan, la torsion droite est moins facile que la torsion gauche. Là, ici j'ai une sensation de liberté, vraiment je pars. Et ici, j'ai une sensation de fixation. Alors, on peut voir, vous pouvez voir les conséquences de la torsion au niveau de la mandibule et l'occlusion. Donc l'arrière-crâne va tourner d'un côté, l'avant-crâne de l'autre. Et donc ça va avoir des répercussions au niveau occlusal. Et on va avoir la mandibule qui va avoir tendance à partir à droite. La mandibule qui va avoir tendance à partir à droite. Il y a une diminution de la dimension verticale à droite. Et l'articulé dentaire a tendance à se croiser à droite. De même à droite, on aura une compression C0, C1, C2 avec une tension sur la chaîne musculaire droite. Si on fait référence au cadran, on peut diviser cette base du crâne en 4 cadrans. Quand on parle de flexion, la flexion s'associe à la rotation externe. Un schéma en flexion, les 4 cadrans seront en rotation externe. Si on parle d'extension, les 4 cadrans seront en rotation interne. Quand on aborde la torsion, ça va être différent. On va avoir des cadrans en rotation interne, des cadrans en rotation externe. La flexion correspond à une ascension du corps du sphénoïde et une descente de la grande aile du sphénoïde.
dans la flexion, la grande aile du sphénoïde est relativement plus basse que le corps. Il y a une descente. En fait, ce qui se passe dans la torsion gauche, la grande aile du sphénoïde monte à gauche et la grande aile du sphénoïde descend à droite. Si on considère les cadrans, et si on raisonne juste comme ça, on se dit, ah ben voilà, la grande aile du sphénoïde est descendue à droite, et donc ce cadran antérieur droit va être en rotation externe. En fait, pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est le corps qui va commencer à descendre et qui après entraînera la grande aile. Tout se passe au centre du crâne, et relativement, donc, la grande aile est plus haute que le corps. Donc au bout du compte, ce cadran sera en rotation interne. Le cadran antérieur droit dans la torsion gauche sera en rotation interne. Et maintenant, si je m'intéresse à l'occiput, on voit bien dans la torsion ce qui se passe. Si je garde juste l'occiput, le basi-occiput est descendu à gauche et monté à droite. Qu'est-ce qui se passe dans une flexion quand elle est symétrique? Dans une flexion, le basi-occiput va vers le pied. D'accord? Donc ici, hop, flexion, rotation externe. Ici, le basi-occiput remonte, rotation interne. On est en une extension. Là, ici, donc, on a ce phénomène de torsion dans la torsion gauche. On voit ici que le basi-occiput est plutôt remonté. Donc, en fait, on va avoir une rotation interne, une extension, en quelque sorte, de l'hémi-occiput droit. Le cadran droit va être en rotation interne. Le cadran gauche va être en rotation externe. Donc on a vu là le schéma de flexion. On voit là, il y a une latérodéviation de le schéma de torsion. On a vu là le schéma de torsion gauche. Et on a une latérodéviation de la mandibule à droite. Voilà. Donc ça, on a vu le schéma de torsion. On va voir maintenant le schéma un peu plus complexe d'inclinaison-rotation. Il faut voir que l'inclinaison se fait dans un certain plan et la rotation dans l'autre. Pour appréhender l'inclinaison, je me situe dans ce plan-ci. Ce plan-ci, donc si la personne est debout, un plan vertical. L'inclinaison, c'est ceci. Je m'incline ici à gauche. Pourquoi inclinaison gauche? Parce que le sphénoïde et l'occiput se rapprochent à gauche. Je reviens ici, et ici on va dire que je m'incline à droite. Le sphénoïde et l'occiput se rapprochent à droite. Inclinaison gauche, inclinaison droite. Cette inclinaison, je reprends, cette inclinaison se fait sur un axe qui est vertical, comme ceci. D'accord? Toc, toc. Elle se fait dans ce plan-là, dans un plan qui est horizontal, sur l'axe vertical, sur cet axe-là. Donc, si j'ai les mains ici, l'inclinaison gauche, ça va être ceci. Retour au point neutre. L'inclinaison droite, ça va être ceci. Et si j'ai les mains comme ça, l'inclinaison gauche va amener mes droits ici à se resserrer, tandis qu'ici, à s'ouvrir. Inclinaison gauche, inclinaison droite. Alors bien sûr, j'exagère tous ces mouvements. Ce sont des sensations beaucoup plus infimes. Ce n'est pas des choses énormes qu'on perçoit. Alors, donc inclinaison gauche, inclinaison droite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inclinaison s'associe à une rotation. Alors tout d'un coup, on revient à l'image d'une personne qui serait debout. On va dire qu'on a ici la base du crâne.
on va dire ici qu'on a ici l'occiput et qu'on a ici le sphénoïde et qu'on a donc une flexion de la base du crâne. Quand il y a une inclinaison gauche, par exemple, on va avoir, c'est le sphénoïde et l'occiput qui se rapprochent à gauche. Donc on va avoir ce phénomène-ci qui va se produire dans l'inclinaison. Inclinaison gauche. Et on voit qu'en fait, si on considère ce plan-ci, ce plan qui était horizontal est devenu, a tourné un petit peu. Il y a eu une rotation qui s'est effectuée. Associée à l'inclinaison, va s'exprimer une rotation. Rotation, pourquoi? Parce que ce plan-ci, qui n'est plus horizontal, il s'incline, et on voit que l'ensemble, occiput, sphénoïde, tourne ici comme ça. Donc, c'est ce qu'on a vu avec la feuille, inclinaison ici, associée à une rotation. Les rotations qui se font donc cette fois-ci sur un axe qui est, si le patient est couché, même s'il est debout, d'ailleurs un axe antéro-postérieur, par rapport à lui-même, voilà. La rotation se fait comme ceci ou comme cela. On va définir la rotation, ça c'est une nomenclature. La rotation, là, on l'a définie du côté de la grande aile qui descend. La torsion, c'est du côté de la grande aile qui monte, mais la rotation, c'est du côté de la grande aile qui descend, c'est comme ça. Et donc, il ne faut pas chercher à avoir une représentation de la rotation telle qu'on la connaît, il faut juste retenir que la rotation droite correspond à une grande aile qui descend à droite. Parce qu'après, les gens ils commencent à réfléchir, ah, mais une rotation droite, ça serait... Non. C'est juste une question de terminologie, il faut la prendre comme ça. Donc, rotation droite ici, avec cette main qui part vers les pieds à droite, tandis que celle-là remonte vers moi. Et on voit bien ici que l'ensemble tourne ici comme ça, avec cette main qui a tendance à descendre et cette main qui a tendance à monter. Rotation, et si j'ai mes mains en antéro-postérieur, la rotation, ce sera ceci, les deux mains qui vont partir dans la même direction, ou les deux mains qui vont partir dans la même direction. Donc, inclinaison gauche, inclinaison droite, inclinaison gauche, inclinaison droite, rotation droite, rotation gauche. Ici, inclinaison gauche, inclinaison droite, rotation droite, rotation gauche. Inclinaison et rotation droite, inclinaison droite et rotation gauche. Inclinaison gauche, rotation droite, inclinaison droite, rotation gauche, puisque les deux sont associés à des degrés plus ou moins importants, avec des conséquences différentes sur la mandibule. Dans une inclinaison gauche, la mandibule va être déviée à droite et projetée en avant, c'est-à-dire qu'il va y avoir ici, hop, comme l'occiput fait ce mouvement-ci, la mandibule le suit, et il y a la mandibule qui est protrusive, qui est projetée vers l'avant, à cause de cette avancée ici de l'occiput. D'accord? Tandis que quand on a une rotation, la rotation se fait dans un plan antéro-postérieur, et donc quand on a une rotation droite, eh bien la mandibule est projetée à gauche, mais sans pour autant être projetée vers l'avant, ou projetée vers l'avant. Donc, je répète, si on a surtout de l'inclinaison gauche, eh bien la mandibule, elle va être déviée à droite et projetée vers l'avant. Tandis que si on sait que l'inclinaison gauche correspond à de la rotation droite, si on a surtout de la rotation droite, la mandibule va être déviée sur la gauche
sans qu'il y ait de protrusion. Voilà. Donc ici, dans une prise antéro-postérieure, s'il y a beaucoup de rotation, j'aurai cette sensation-là. Donc effectivement. Et puis, et l'inclinaison, ça me donnera soit ceci, soit cela. Donc, je peux donc induire une inclinaison gauche. Alors là, je me projette, toujours pareil, se projeter dans la structure, inclinaison gauche, rotation droite. Je vois comment est-ce que la structure réagit. Je reviens au point neutre. Inclinaison droite, rotation. Il n'y a pas grand-chose à voir si ce n'est effectivement la prise et le jeu des doigts. Et ici, dans cette prise-ci, j'aurai inclinaison gauche, rotation droite. Alors là, c'est très inconfortable, il faut casser les poignets. C'est vraiment pas évident. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est que juste avec les mains comme ça, on peut sentir vraiment, hop, la rotation dans un sens qui part, ou la rotation dans l'autre. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand il y a des gros schémas comme ça, il y a des grosses compensations, en fait, au niveau cervical, parce que souvent, la personne garde l'horizontalité du regard, et en fait, du coup, il y a de grosses compensations au niveau cervical qu'on peut percevoir. Voilà. Donc ici, inclinaison gauche, rotation droite, ou inclinaison droite, rotation gauche. Voilà. OK. Maintenant, on va voir les décalages verticaux. C'est beaucoup plus simple, puisqu'en fait, dans le décalage vertical, haut ou bas, on parle de la position du sphénoïde, du corps du sphénoïde par rapport à l'occiput. Dans le décalage vertical haut, le corps du sphénoïde est décalé vers le haut par rapport au basio-occiput, ce qui correspondrait à une flexion du sphénoïde, là où il y a une extension de l'occiput. Flexion du sphénoïde, là où il y a une extension de l'occiput. Et donc, en fait, on aurait toute la partie antérieure qui est en flexion, donc l'avant-crâne qui est en rotation externe, et toute la partie postérieure qui est en extension, l'avant-crâne qui est en rotation interne. Ce qui va se traduire au niveau de mes mains par l'impression que, hop, l'avant-crâne prend toute sa place et que là, il descend, il file vers les pieds, la flexion ici, top. L'avant-crâne fait ça, mais l'arrière-crâne fait l'inverse, remonte vers moi. Donc je vais avoir cette sensation-là dans les mains, en prise latérale. Donc décalage vertical haut, retour au point neutre. Décalage vertical bas, c'est le contraire. Décalage vertical haut ici, ben, dans le décalage vertical haut, le corps du sphénoïde est plus haut que l'occiput. L'ensemble part en flexion. Donc ma main de dessus je vais avoir l'impression qu'elle part vers les pieds du patient. Par contre, ici, l'occiput est en extension, et donc la main de dessous va me donner l'impression qu'elle part vers moi. Donc je vais avoir cette impression de cisaillement, en quelque sorte, avec la partie antérieure qui part vers les pieds et la partie postérieure qui part vers moi. Décalage vertical haut. Donc, on sait que dans le décalage vertical haut, si on s'intéresse à la périphérie, au senti qu'on a la périphérie, on a l'impression que la main du dessus part vers les pieds. Voilà. Décalage vertical bas. Si on se projette sur le centre du crâne, par contre, on aura cette sensation que, hop, c'est la symphyse qui est montée ici. Voilà, donc, décalage vertical haut, décalage vertical haut, décalage vertical bas, décalage vertical bas. Ici. Bon, là par exemple, c'est évident, c'est évident qu'on n'est pas du tout dans ce schéma-là, donc je ne vais même pas, enfin, si je pense à ça, mes mains ne décollent même pas, parce que
On n'est pas du tout dans cette configuration-là. On sent bien qu'il n'y a pas une asymétrie nette entre l'avant-crâne et l'arrière-crâne. Donc là, c'est même pas la peine de tester, mais enfin bon, voilà. Ce serait ça ici, décalage vertical haut, ou décalage vertical bas, ce serait l'inverse. Voilà. Alors, et ici, ce serait, hop, main qui partirait comme ça, une main qui partirait comme ça, avec la main du dessous qui ferait le chemin inverse. Voilà. Si je travaillais, je demanderais à Jordan de descendre un petit peu, voilà, pour pouvoir avoir un bon appui, voilà, pour déjà avoir un bon fulcrum ici avec juste pour rappeler que dans les décalages verticaux, en fait, on se situe donc dans ce plan-ci, et donc que les axes seront des axes horizontaux. Je dis les axes parce qu'il va y avoir un axe pour l'occiput qui va faire son extension ou sa flexion, et un autre axe pour le sphénoïde qui fera sa flexion ou son extension à l'opposé, chacun avec un axe. Différent, mais ces axes seront comme ceci. Donc là, il faut penser axe comme ça. Il nous reste un dernier décalage qui est le décalage latéral, où on a l'impression que l'avant-crâne et l'arrière-crâne partent dans des directions opposées dans ce plan-ci. Et donc dans le décalage latéral, une main part d'un côté, l'autre de l'autre. Une main part d'un côté, l'autre de l'autre. Ici, hop, d'un côté, ou hop, de l'autre. Donc si je suis avec cette prise-ci, je vais avoir la sensation que, hop, la main se décale d'un côté de l'autre. Je n'ai pas du tout cette sensation-là, vraiment. Je n'ai même pas testé. Je l'ai même posé, je ne sens pas du tout ça. Pensez bien quand vous avez les mains dans cette prise antéro-postérieure que c'est le troisième doigt, les troisième doigts se font face. Cette prise, elle est un peu inconfortable. Essayez d'avoir le troisième doigt sur l'axe médian du corps, pas de le laisser partir comme ça. Oui, d'accord, c'est plus facile d'être comme ça, c'est plus confortable d'être comme ça, et d'avoir les mains comme ça. Donc vous commencez comme ça. Vous êtes beaucoup plus cool, c'est beaucoup mieux pour vous. Mais pour être à l'écoute du crâne, ce n'est pas forcément le plus précis. Donc faites l'effort de casser les poignets pour le coup, quitte à descendre, demandez à la personne de descendre encore un petit peu plus, voilà, parce que plus vous allez descendre, voilà, moins vous aurez à casser les poignets, d'accord. Plus il sera près de vous, plus pour être comme ça, les coudes seront écartés et vous aurez à casser les poignets. Plus vous allez le faire descendre, moins les poignets seront cassés, plus vous serez confortable, d'accord. Voilà. Et avec cette prise-là, les décalages latéraux, ce sera ça ou ça. Donc en fait, si on se résume au niveau du jeu des mains, donc ici, on enchaîne. Flexion, retour au point neutre. Extension, retour au point neutre. On peut trouver le point d'équilibre entre la flexion et l'extension, c'est la technique d'empilement des composants. Torsion gauche, retour au point neutre. Torsion droite, retour au point neutre. À chaque fois, on peut empiler les composants, donc empiler les points d'équilibre. On repart du point d'équilibre qu'on avait avant. C'est-à-dire que si j'étais surtout en flexion, mais je vais être déjà, quand je ferai ma torsion, je serai déjà un peu en flexion. D'accord. Donc torsion gauche, torsion droite, inclinaison gauche, rotation droite, retour au point neutre, inclinaison droite, rotation gauche, retour au point neutre, décalage vertical haut, retour au point neutre, décalage vertical bas, retour au point neutre, décalage latéral, retour au point neutre, décalage latéral, retour au point neutre. Ici, flexion, retour au point neutre, extension, retour au point neutre.
Torsion gauche ici, la grande aile du sphénoïde qui monte à gauche, retour au point neutre, donc qui monte, qui vient vers moi, pas qui monte vers le plafond, puisque le patient est couché. Torsion droite, retour au point neutre. Inclinaison gauche, rotation droite, retour au point neutre. Inclinaison droite, rotation gauche, retour au point neutre. Décalage vertical haut, retour au point neutre. Dans la mesure où je m'intéresse à ce qui se passe à la périphérie, c'est comme ça, retour au point neutre. Décalage vertical bas, retour au point neutre. Il nous reste le décalage latéral et le décalage latéral. Pensez que dans tout ce système, il faut avoir bien limité, si vous voulez vraiment faire un bon travail comme ça, bien limiter les facteurs de compression et bien travailler sur la mandibule et sur l'occipitomastoïde et ses zérocères. Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas changer les schémas de la base du crâne. Les schémas de la base du crâne, les gens les ont et vont les garder. Sauf, effectivement, on peut influer sûrement sur les schémas de la base du crâne chez les tout petits. L'intérêt de travailler sur les compressions chez les nourrissons pour essayer d'éviter de faire que, effectivement, il y ait un schéma qui s'installe. Voilà. Mais une fois que le schéma est installé, on ne va pas changer le schéma. Par contre, effectivement, on va retrouver une meilleure plasticité, une meilleure liberté, une sensation qui n'est pas objectivable, mais qui est à la fois celle du praticien qui a l'impression que, ah ben oui, ce mouvement qui me semblait vraiment verrouillé, ou cette direction de mouvement, on va dire, plutôt que de parler d'un mouvement, cette direction de mouvement qui me paraissait impossible à atteindre, me semble aujourd'hui là libre. Je peux aller dans cette direction, c'est possible. Et ça correspond souvent à une sensation de libération de la personne qui trouve qu'elle a la tête plus légère, plus aérée, etc. Alors parfois, quand même, après des séances de crânien, il faut savoir que pendant un 2 jours, il peut arriver que il y ait un temps un peu difficile pour le patient. Donc pensez toujours à être dans l'écoute, à voir comment les tissus réagissent et à ne pas tester à toute vitesse ces différents schémas. Et moi j'aime bien la visualisation et la projection mentale pour travailler ces différents schémas plutôt que l'induction physique.